Je m'appelle Harper, j'ai 27 ans, et la nuit où ma vie s'est finalement brisée en deux a commencé par un dîner de famille que je n'avais jamais demandé. Quand je suis entré dans la maison de mes parents ce dimanche-là, il y avait des chaises pliantes et des tables d'emprunt entassées dans tous les coins. 33 membres de la famille, tous habillés comme s'ils assistaient à une sorte de banquet d'église, se sont retournés et m'ont regardé, comme si je venais d'entrer dans le mauvais film. Personne ne m'a prise dans ses bras. Personne n'a dit « heureuse de te voir ». Quelques personnes ont à peine hoché la tête, puis sont retournées à leur conversation, comme si j'étais une étrangère qui était entrée par hasard. J'aurais dû faire demi-tour et partir. Au lieu de ça, je me suis assise à la seule chaise vide, tout au bout de la table. La nourriture circulait déjà, mais personne ne m'a demandé si je voulais une assiette. Personne n'a fait de place. Je suis juste restée assise là, à les écouter rire de promotion, de mariage, de baby shower, toutes ces étapes de la vie pour lesquelles je ne semblais pas qualifié. Puis, ma mère s'est levée. Elle s'est dirigée vers le mur où toutes les photos de famille parfaites étaient alignées, a saisi les cadres où figurait mon visage, et les a arrachés un par un. Le verre a tinté, et tout le monde s'est tu. Elle a jeté mes photos dans la poubelle qu'ils avaient commodément placée juste à côté de la table et a dit, assez fort pour que toute la pièce entende, que j'étais une sangsue qui saignerait cette famille à blanc. Mon père ne lui a pas dit d'arrêter. Il m'a regardé droit dans les yeux et a exigé que je rembourse chaque dollar qu'ils avaient dépensé pour m'élever, que je n'étais rien de plus qu'un investissement gâché. Ma sœur a repoussé sa chaise, s'est levée, et a fait un geste vers la porte, comme si elle raccompagnait un client à problème hors d'un magasin. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas discuté. J'ai pris mon sac, je suis sorti de la maison d'où il venait de m'effacer, et j'ai commandé un VTC pour rentrer à mon appartement. Ils pensaient que c'était la fin de l'histoire. Ils n'avaient aucune idée que je suivais discrètement, depuis des mois, ce qu'ils faisaient à mon nom et à mon crédit, et que ce dîner était la dernière impulsion dont j'avais besoin pour transformer leur petit spectacle parfait en le genre de vengeance légale qu'ils ne verraient jamais venir. Si vous voulez savoir comment une fille mise à l'écart a transformé un dîner humiliant en la nuit où ses parents ont finalement payé, pour tout ce qu'ils avaient fait en secret, restez avec moi jusqu'à la fin. Quand je suis rentré à mon appartement ce soir-là, mes mains tremblaient, mais pas à cause de ce qu'ils avaient dit, à cause de ce qu'ils venaient de confirmer. Ils ne me voyaient plus comme une fille. J'étais une ligne sur un bilan, une dette, quelque chose dont ils pensaient posséder le reçu. J'ai laissé tomber mes clés sur le comptoir, j'ai enlevé mes chaussures, et je suis allé directement à mon ordinateur portable sur la table de la cuisine. Je n'ai envoyé de texto à personne. Je n'ai rien posté. J'ai ouvert un document vierge et j'ai tapé une seule phrase en haut, en majuscule, pour ne pas oublier pourquoi je faisais cela. Ceci ne concerne pas des sentiments blessés. Ceci concerne ceux qui l'ont fait à mon nom. Alors que l'écran brillait dans l'appartement sombre, j'ai commencé à me remémorer tout ce que je savais de ma famille. Ma mère, c'est Diane, une responsable des prêts expérimentée dans une caisse de crédit locale, juste à l'extérieur d'Austin. Le genre de personne qui aime vous rappeler qu'elle comprend l'argent, chaque fois que vous essayez de prendre une décision sans elle. Mon père, c'est Gérald, copropriétaire d'une entreprise de chauffage et de climatisation, fier de l'avoir bâtie à partir de rien, et fier de me rappeler combien il en avait coûté pour m'élever. Ma sœur aînée, Mallory, est la conseillère d'orientation que l'on voit sur les brochures scolaires, tout en sourire doux et en citations inspirantes sur Facebook. Nous sommes les Brooks, la famille texane parfaite, avec des pulls de Noël assortis et des photos mises en scène à chaque barbecue, remise de diplômes, et événements de l'église. Hors ligne, ça a toujours été différent. Quand je leur ai dit que je me lançais dans le design UX, au lieu de la comptabilité ou des soins infirmiers, Diane a appelé ça une phase et a demandé quand j'allais trouver un vrai travail. Gérald plaisantait devant tout le monde en disant que j'étais l'artiste, ce qui, dans sa bouche, signifiait l'irresponsable. Chaque choix que je faisais, qui ne correspondait pas à leur scénario, devenait une dette qu'ils pensaient que je leur devais. À l'université, Diane a insisté pour que j'ouvre un compte joint avec elle, juste pour t'aider à gérer tes factures, pour que tu ne bousilles pas ton crédit. À l'époque, j'avais 19 ans, j'étais épuisé, et je signais tout ce qu'elle me mettait sous le nez. Elle a configuré les services bancaires en ligne sur mon ordinateur, a sauvegardé tous les mots de passe, et m'a dit de ne pas les changer parce que c'est moi qui répare les choses quand tu oublies de payer. Des années plus tard, après avoir déménagé à Austin, trouvé mon propre appartement et mon propre travail, c'était toujours elle qui connaissait mon numéro de sécurité sociale par cœur, toujours elle qui insistait pour que mon courrier aille chez eux parce que c'est plus sûr. Je pensais que c'était juste du contrôle.
Je ne pensais pas que c'était criminel, jusqu'à ce que les lettres commencent à arriver. Quelques mois avant ce dîner, j'ai reçu un avis d'une banque dont je n'avais jamais entendu parler, me remerciant d'avoir demandé un prêt personnel. J'ai supposé que c'était du courrier indésirable et je l'ai jeté. Puis, une autre enveloppe est arrivée, cette fois à propos d'une nouvelle ligne de crédit. À peu près à la même époque, l'application gratuite de score de crédit sur mon téléphone m'a signalé une chute qui n'avait aucun sens. Je payais ma seule carte de crédit à temps. J'étais à jour de mes prêts étudiants. Rien de ce que j'utilisais réellement n'expliquait cette baisse. J'ai fait une capture d'écran, avec l'intention d'appeler quelqu'un, puis ma semaine s'est remplie de délais et de réunions, et j'ai laissé tomber. Cette nuit-là, après le dîner, je n'ai pas laissé tomber. J'ai ouvert le site officiel et j'ai demandé mes rapports de crédit à chaque agence. Pendant que les fichiers se téléchargeaient, je me suis forcé à rester immobile, respirant lentement, laissant la colère s'apaiser juste assez pour ne pas faire d'erreurs stupides. Quand les PDF se sont ouverts, c'était comme si quelqu'un avait allumé des néons crus dans une pièce que je n'avais jamais vue qu'à la lueur des bougies. Il y avait des comptes que je n'avais jamais vus auparavant, ouverts dans des villes où je n'avais jamais vécu, tous liés à des versions de mon nom et de mon ancienne adresse chez mes parents, de petits prêts personnels, une carte de magasin, une ligne de crédit qui avait été utilisée au maximum puis regroupée en un prêt de consolidation. Les dates correspondaient parfaitement aux années où j'avais été trop occupé pour lire chaque courrier qu'ils me transféraient. L'adresse postale sur presque chaque compte était celle de mes parents. Le numéro de téléphone sur plusieurs était celui de Diane. Pendant une seconde, j'ai juste fixé l'écran, attendant qu'une autre explication apparaisse. Elle n'est pas venue. J'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau et j'ai commencé à tout y glisser, rapport de crédit, capture d'écran des alertes sur mon téléphone, photos que j'avais prises de vieilles enveloppes quand je pensais que c'était juste du spam bizarre. J'ai pris un carnet et j'ai commencé à noter les numéros de compte à la main, en encerclant tous ceux qui indiquaient l'adresse de mes parents au lieu de la mienne. Ensuite, je suis allé sur le site du gouvernement pour le vol d'identité et j'ai suivi les étapes une par une. J'ai déposé un rapport officiel, décrivant comment une personne ayant accès à mes informations personnelles et à mon ancien compte joint avait ouvert des lignes de crédit sans mon consentement, et les avait fait acheminer via une adresse où je ne vivais plus. J'ai rempli chaque formulaire comme si je parlais à un jury. Après cela, j'ai placé des alertes à la fraude auprès de chaque agence de crédit, puis j'ai initié un gel, verrouillant mon dossier pour que personne ne puisse ouvrir quoi que ce soit de nouveau à mon nom sans passer par plusieurs niveaux de vérification. Ce n'est qu'une fois tout cela fait que j'ai ouvert mon logiciel de design. S'il y avait une chose que je savais faire, c'était de prendre une histoire compliquée et de la rendre impossible à ignorer. J'ai créé une infographie simple, rien d'extraordinaire, juste des icônes épurées, des chiffres en gras, et de courtes lignes de texte sur la façon dont le vol d'identité peut commencer au sein de sa propre famille. Je n'y ai mis aucun nom. Ni le mien, ni les leurs. Juste des schémas, des signes avant-coureurs, et une ligne discrète en bas qui disait « Cela m'est arrivé ». Je l'ai enregistré sous un nom de fichier générique qui ne criait pas vengeance, je l'ai exporté, et j'ai contemplé l'image finale. Ils pensaient que tout garder dans l'ombre les protégerait. J'en avais fini de laisser quoi que ce soit dans l'ombre. Le lendemain matin, mon téléphone ressemblait à une voiture accidentée. L'écran de verrouillage n'était qu'un mur d'appels manqués et d'aperçus de textos, empilés les uns sur les autres. D'abord, c'était mon père, vers 5 heures du matin. Appel après appel, comme s'il pensait pouvoir me ramener de force chez eux par pure persistance. Puis ma sœur a commencé, 20 appels manqués à 7 heures, une série de messages sur le fait que j'avais embarrassé tout le monde et que je devais des excuses à maman et papa. À 10 heures, ma mère avait rejoint le chœur, non pas avec la rage de la veille, mais avec des paragraphes qui commençaient par « Nous devons parler calmement de ça » et se terminaient par « S'il te plaît, décroche juste une fois ». Je suis resté dans la cuisine en vieux t-shirt, à regarder les chiffres grimper. Chaque vibration me serrait la poitrine, mais je n'ai rien ouvert. J'ai juste pris des photos des notifications, une par une, et je les ai enregistrées dans le même dossier où j'avais mis les rapports de crédit. Des reçus, des schémas, la preuve qu'ils ne me contactaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose, ou quand ils réalisaient qu'ils avaient finalement poussé le bouchon trop loin. J'ai fait du café, je me suis assise à table, et j'ai rouvert mon ordinateur. L'infographie que j'avais terminée la veille était toujours à l'écran, tout en lignes épurées et couleurs simples, criant silencieusement « Cela peut arriver au sein de votre propre famille ». Je l'ai téléchargée sur un compte anonyme que j'avais sur un grand site de discussion, dans un subreddit sur les finances personnelles et le crédit.
Le titre du message était simple, ma famille a utilisé mon identité pendant des années. Voici ce que j'aurais aimé remarquer plus tôt. J'ai joint l'image, tapé une courte légende sur une personne proche abusant de l'accès à mes informations, et j'ai cliqué sur poster avant de pouvoir trop y réfléchir. Ensuite, j'ai fait la même chose sur LinkedIn, mais de manière plus atténuée. Je l'ai présenté comme un article éducatif sur les signaux d'alarme et l'importance de surveiller son crédit. J'ai supprimé tout ce qui pouvait pointer directement vers mes parents. Le drame public ne m'intéressait pas. La pression, si. Pendant un moment, rien ne s'est passé. J'ai répondu à quelques emails de travail, j'ai envoyé une mise à jour de prototype à mon équipe, j'ai fait semblant que ma vie n'était pas en feu. Puis, les notifications ont changé de nature. Les gens ont commencé à commenter, à poser des questions, à partager leurs propres histoires de parents et de conjoints ouvrant des comptes dans leur dos. C'était à la fois réconfortant et horrifiant de réaliser à quel point c'était courant. Un message privé s'est démarqué. Le nom d'utilisateur était générique, mais le message me semblait étrangement familier. La personne me remerciait d'avoir posté, disait que la mise en page rendait les choses faciles à comprendre, puis ajoutait une ligne qui m'a donné la chair de poule, une partie de cela ressemble exactement à ce que ma sœur fait à la famille. Une minute plus tard, un autre message du même compte est arrivé, Harper, c'est toi? Je me suis figé. Il n'y a pas beaucoup de gens dans ma vie qui savent que je fais à la fois du travail en UX et des projets de design en parallèle, et encore moins qui reconnaîtraient mon style de mise en page à partir d'une seule infographie. J'ai fixé l'écran une longue seconde avant de répondre, en demandant qui c'était. La réponse est venue presque immédiatement. C'est Janine, la sœur aînée de ma mère, la comptable, celle qui semblait toujours un peu en marge sur les photos de famille, comme si elle avait été ajoutée au dernier moment. Elle a demandé si nous pouvions parler quelque part qui ne soit pas dans la conversation de groupe que maman utilisait pour envoyer les invitations de vacances. Nous sommes passés à un appel privé. Je suis sorti sur mon petit balcon pendant que le trafic matinal bourdonnait dans la rue en bas. La voix de Janine semblait fatiguée, d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'âge. Elle a dit qu'elle avait d'abord vu mon message sur LinkedIn, puis avait trouvé la même infographie repostée sur Reddit, et que quelque chose s'était noué dans son estomac. Elle m'a raconté comment, quelques années auparavant, ma mère l'avait aidée à restructurer une partie de sa dette après une mauvaise passe avec ses clients indépendants. Elle a dit qu'elle avait signé une pile de documents parce que Diane lui avait dit que c'était juste pour regrouper des cartes de crédit en un seul paiement. Janine s'était dit qu'il était plus simple de laisser la personne qui s'y connaissait en argent s'en occuper. Récemment, cependant, des lettres avaient commencé à arriver, concernant un prêt que Janine jurait n'avoir jamais contracté. Quand elle a interrogé Diane, ma mère a balayé cela d'un revers de main, parlant d'une erreur administrative, et lui a dit de l'ignorer. Pendant que Janine parlait, j'ai ouvert un autre nouveau fichier et j'ai commencé à taper chaque détail qu'elle me donnait, nom de banque, dates approximatives, les montants dont elle se souvenait, les mots que ma mère avait utilisés. À un moment donné, Janine s'est arrêtée et a demandé très doucement, « Harper, est-ce qu'elle t'a fait ça à toi aussi ?» Je lui ai parlé de mes rapports de crédit, des comptes que je n'avais jamais ouverts, de mon nom lié à leur adresse des années après mon déménagement. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil, l'inspiration lente de quelqu'un qui réalise qu'un soupçon qu'il a depuis longtemps est enfin confirmé. Elle a dit qu'elle ne s'était jamais fiée à la façon dont Diane s'immisçait dans les finances de tout le monde, mais s'était convaincue que c'était juste Diane qui était contrôlante, pas criminelle. Je pensais que je lui devais bien ça pour son aide, a-t-elle admis. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir payé avec des intérêts que je n'ai jamais acceptés. Nous avons convenu qu'elle scannerait et enverrait par email chaque document qu'elle pourrait trouver, chaque lettre de collectionneur, chaque erreur que Diane lui avait dit d'ignorer. Quand nous avons raccroché, j'avais une nouvelle pile de pièces de puzzle, et une image très claire se formait dans mon esprit. Il ne s'agissait pas seulement de moi. Il s'agissait d'un système. Mon téléphone a de nouveau vibré avec un appel de mon père, puis de ma mère, puis d'un cousin. J'ai laissé sonner, regardant leur nom défiler sur l'écran. Pendant des années, ils avaient agi comme si je les épuisais. Maintenant, je commençais à voir combien de personnes ils avaient discrètement épuisées pour maintenir cette image d'une famille prospère et généreuse. J'ai coupé la sonnerie, j'ai ouvert mes fichiers, et j'ai commencé à construire une chronologie qui ne se souciait ni des vacances, ni des liens du sang, ni des sentiments blessés. Elle ne se souciait que des dates, des montants, et des signatures. Mallory m'a envoyé un texto 2 jours plus tard, comme si rien de vraiment catastrophique ne s'était produit.
Elle a d'abord envoyé une seule ligne, demandant si je pouvais la retrouver pour un café près du centre-ville, pour parler comme des adultes, comme si c'était moi qui avais arraché des photos du mur. J'ai failli l'ignorer, mais elle a enchaîné avec « C'est à propos de maman et de l'argent. S'il te plaît. » Cette deuxième phrase a fait ce que 33 parents hurlant sur moi n'avaient pas réussi à faire. Elle a piqué ma curiosité. Nous nous sommes retrouvés dans un café à quelques rues de mon bureau, le genre d'endroit avec des plantes suspendues au plafond et du café infusé à froid hors de prix. Mallory était déjà là, assise dans un coin, son badge d'école fourré dans son sac, les yeux cernés comme si elle n'avait pas dormi depuis le dîner. Quand elle m'a vu, elle a essayé de sourire, mais son sourire s'est effondré à mi-chemin. Je me suis assise en face d'elle, les mains enroulées autour d'une tasse juste pour les empêcher de trembler. Pendant une minute, nous avons simplement existé dans le même espace. Deux personnes avec le même nom de famille et aucune idée de comment se parler sans prétendre que tout allait bien. Finalement, elle a dit qu'elle était désolée de la tournure des événements au dîner. Pas désolée pour ce qu'elle avait fait, juste désolée que ça ait dégénéré. Elle a blâmé le stress, l'économie, la pression sur maman et papa, comme si tout cela expliquait le fait d'être expulsé de sa propre famille comme si on s'incrustait à la fête d'un inconnu. Je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'elle soit à court d'excuses. Puis, j'ai sorti un dossier de mon sac et je l'ai glissé sur la table entre nous. À l'intérieur, il y avait des copies de mes rapports de crédit, avec chaque compte que je n'avais pas ouvert surligné. Je lui ai dit que je déposais une plainte pour vol d'identité, que des alertes à la fraude étaient déjà sur mon dossier, que les régulateurs et la banque allaient commencer à poser des questions qu'elle n'allait pas aimer. Son visage est devenu blême quand elle a vu l'adresse de ses parents, encore et encore, à côté de mon nom. Elle a essayé de me dire que Diane avait juste aidé, que maman savait comment obtenir de meilleurs taux, que c'était comme ça que les familles fonctionnaient quand elles se faisaient confiance. Je lui ai demandé à quel moment exactement la confiance avait commencé à signifier signer le nom de quelqu'un d'autre sur un prêt. Ça l'a fait taire. J'ai pointé du doigt un prêt de taille moyenne ouvert il y a 3 ans. Une autre ligne de crédit regroupée en une consolidation, le tout en utilisant les informations de mon ancien compte joint et mon numéro de sécurité sociale. Puis je lui ai montré l'email que Janine m'avait transféré, celui où maman la rassurait en disant qu'une lettre mystérieuse d'un prêteur n'était qu'une confusion et qu'il fallait l'ignorer. Mallory l'a lu 2 fois, les sourcils froncés d'une manière qui ressemblait plus à de la reconnaissance qu'à du choc. Quand je lui ai demandé sans détour si maman avait déjà utilisé ces informations pour quoi que ce soit, elle a hésité juste assez longtemps pour répondre à la question sans dire un mot. Finalement, elle a admis qu'il y avait eu quelques fois où maman avait géré des choses pour elle aussi. Des fois où Mallory était occupée à commencer son nouveau travail et ne voulait pas s'occuper de la paperasse. Une petite consolidation. Maman avait appelé ça une cosignature inoffensive sur un refinancement. Mallory avait signé quelques pages parce que maman lui avait dit où parapher et où dater, et c'était plus simple que de lire chaque ligne. Pendant qu'elle parlait, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai affiché une autre copie de mes notes. J'ai demandé à Mallory si elle se souvenait des noms des banques, des dates approximatives, des montants. Elle s'en souvenait. Trop d'entre eux correspondaient aux prêteurs des lettres de Janine et à ceux liés à mon dossier. Cela commençait à ressembler moins à des faveurs séparées et plus à un système. Plus Mallory ravivait de vieux souvenirs, plus il s'alignait sur un schéma que je dessinais déjà dans ma tête. Maman apparaissait pendant une crise, proposait de régler les choses, recueillait des signatures quand les gens étaient fatigués ou dépassés, puis détournait juste assez d'argent pour couvrir ce qu'elle et papa voulaient faire ensuite, que ce soit rembourser des dettes professionnelles ou rénover une cuisine. Quand j'ai mentionné grand-mère Marion, quelque chose a de nouveau vacillé sur le visage de Mallory. Elle a dit que maman avait été celle qui s'était occupée de tout quand Marion avait vendu sa maison et déménagé dans la résidence pour personnes âgées. Elle était allée à chaque réunion, avait filtré chaque appel, avait apporté un petit chèque bien propre à la fête de déménagement, et avait dit à tout le monde que le reste était parti en frais et en taxes. Cela n'avait jamais semblé tout à fait juste à Mallory. Mais chaque fois qu'elle essayait de poser des questions, Diane lui criait dessus, l'accusant d'être ingrate. J'ai tapé pendant que Mallory parlait, construisant une chronologie approximative. Année 1, je commence l'université, j'ouvre un compte joint avec maman. Année 2, Janine traverse une mauvaise saison avec ses clients, maman intervient. Année 3, grand-mère vend sa maison. Année 4, l'entreprise de CVC de papa a soudainement un nouveau camion de travail et un bureau rénové. Sur le papier, ce n'était que des chiffres. Dans la vie réelle, c'était des faveurs, de la culpabilité, et une longue histoire où Diane rappelait à tout le monde combien il lui devait.
Quand j'ai dit à Mallory que j'avais déjà porté plainte auprès de la FTC, ses yeux se sont écarquillés. Quand j'ai mentionné que la propre caisse de crédit de maman serait obligée d'enquêter une fois qu'ils verraient combien de prêts étaient liés aux parents de leurs employés, elle a finalement cessé d'essayer de minimiser les choses. Pendant quelques secondes, elle a juste fixé la table, puis a demandé doucement ce que je comptais faire ensuite. Je lui ai dit que j'allais parler à un avocat, non pas pour poursuivre la famille pour le plaisir, mais pour me protéger avant que leur désordre ne consume complètement mon avenir financier. Si cela signifiait traîner toute la structure pourrie au grand jour, alors c'était ce que cela signifiait. Mallory a dégluti difficilement et a dit qu'elle m'enverrait chaque email, texto, et capture d'écran qu'elle avait, impliquant maman et l'argent, en particulier tout ce qui était lié à grand-mère ou à Janine. Elle a admis qu'elle ne voulait pas que maman aille en prison, mais elle en avait aussi marre de vivre avec ce sentiment malsain que quelque chose n'allait pas et qu'elle aidait à le cacher. Alors que nous terminions, mon téléphone a de nouveau vibré, avec un texto d'un numéro inconnu contenant une photo floue, mon père, debout à côté d'un camion de CVC d'allure classique, souriant, une bière à la main. La légende disait, drôle de voir à quelle vitesse cette mise à niveau est arrivée après que grand-mère a vendu la maison, hein. C'était de mon oncle du côté de mon père, celui qui avait toujours plaisanté à moitié sur le fait que Gérald oubliait d'où venait l'argent de la famille. J'ai montré la photo à Mallory et j'ai vu la dernière parcelle de déni s'effacer de son visage. Dans le bus pour rentrer, j'ai envoyé un email à un avocat spécialisé en droit des consommateurs dont le nom était revenu plusieurs fois dans des fils de discussion sur les abus financiers. J'ai joint une version résumée de ma chronologie, les documents que j'avais jusqu'à présent, et je leur ai dit en termes clairs que ce qui avait commencé comme un dîner de famille humiliant s'était transformé en une piste de signature, de prêts, et d'argent manquant qui semblaient tous remonter aux deux mêmes personnes. Mes parents pensaient qu'ils avaient utilisé cette soirée pour me couper publiquement les ponts. Ce qu'ils ont réellement fait, c'est me donner le dernier indice dont j'avais besoin pour remonter la piste de l'argent, jusqu'à eux. Une semaine après avoir rencontré Mallory, ma mère s'est présentée à mon bureau comme si elle passait pour le déjeuner. Je l'ai su parce que la réceptionniste m'a envoyé un message sur Slack, et « Il y a une femme ici qui te demande. » Elle dit que c'est ta mère. Elle a l'air tendue. Je suis sorti dans le hall, et elle était là, dans son plus beau tailleur, les cheveux parfaitement laqués, serrant une pochette en cuir comme si elle s'apprêtait à vendre un prêt immobilier à quelqu'un. Elle m'a fait un grand sourire quand elle m'a vu, le même sourire qu'elle utilisait avec les voisins et les gens de l'église. « Harper », a-t-elle dit en se levant, comme si nous étions deux professionnels se rencontrant pour un point amical. « On peut parler ?» J'ai jeté un œil à la réceptionniste, aux caméras dans les coins du plafond, et j'ai dit qu'on pouvait parler ici même. Pas de porte fermée, pas de salle de conférence privée. Ma mère n'a pas aimé ça, mais elle s'est assise quand même. Elle a commencé par des excuses, le genre que l'on fait quand on se soucie plus des apparences que des dégâts. Elle a dit que les choses s'étaient envenimées au dîner, que tout le monde était à fleur de peau, qu'elle ne pensait pas chaque mot qu'elle avait dit. Elle n'arrêtait pas de revenir sur le fait que les choses avaient été difficiles pour elle et mon père, sur la pression qu'ils subissaient, sur le sentiment d'ingratitude qu'elle avait ressenti quand j'étais parti au milieu d'une réunion de famille. Je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'elle révèle la vraie raison de sa présence. J'ai vu quelque chose en ligne, a-t-elle dit, la voix baissant d'un ton. Une sorte d'infographie sur les familles et le vol d'identité. Les gens en parlent. J'ai besoin de savoir ce que tu as dit sur nous. Et voilà. Pas de est-ce que ça va. Pas de est-ce que je t'ai blessé. Juste, qu'est-ce que tu racontes aux autres qui pourrait me compliquer la vie? Je lui ai dit que j'avais posté une infographie éducative sur ce qui peut arriver quand quelqu'un abuse de l'accès aux informations financières d'une autre personne. Je lui ai rappelé que je n'avais pas utilisé de nom, pas mentionné de lieu, pas pointé du doigt qui que ce soit directement. Mais je lui ai aussi dit que j'avais déposé un rapport officiel de vol d'identité et que j'avais gelé mon crédit. Je lui ai dit que les banques et les régulateurs commenceraient à poser des questions sur ce qu'elle avait fait avec mon numéro de sécurité sociale et notre ancien compte joint. La couleur a quitté son visage. Pendant une seconde, elle a abandonné son ton aimable. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait à ma carrière ?» a-t-elle lancé. « À cette famille ?» Je lui ai dit que j'avais une idée très claire de ce qu'elle avait fait à mon crédit, à celui de Janine, et probablement à celui de grand-mère, bien avant que je ne clique sur « Envoyer » pour un quelconque rapport. J'ai sorti un résumé imprimé de mon sac et je l'ai glissé sur la table basse, celui que j'avais préparé pour l'avocat avec qui je discutais. Ce n'était pas tout, juste assez pour prouver que je ne faisais pas que des suppositions. Il y avait des dates, des prêteurs, des montants,
et la même adresse qui revenait encore et encore. Ma mère la regardait, la mâchoire serrée. « Tu ne comprends pas comment ça fonctionne ?» a-t-elle dit finalement, en essayant de reprendre le contrôle. « Je connais des gens à ces endroits. Je sais comment structurer les prêts pour qu'ils aient l'air bien sur le papier. J'ai fait ça pour t'aider à construire ton crédit, pour aider Janine, pour aider maman. Personne ne se plaignait jusqu'à ce que tu décides d'en faire tout un spectacle. » Je lui ai rappelé qu'aider quelqu'un implique généralement de lui dire ce à quoi on l'engage, et non de contrefaire sa signature puis de lui dire d'ignorer les lettres des collectionneurs. J'ai mentionné l'email de Janine où ma mère qualifiait un avis sérieux des erreurs administratives. J'ai mentionné la chronologie de l'argent qui a afflué sur ses comptes et dans l'entreprise de papa juste après des événements majeurs dans la famille. Ses yeux ont lancé des éclairs. Un instant, j'ai cru qu'elle allait me crier dessus dans le hall. Au lieu de cela, elle s'est penchée en avant et a baissé la voix, ce qui, honnêtement, était pire. « Tu es ma fille », a-t-elle dit. Comme si cela lui donnait une autorité légale sur mon existence. On ne se traîne pas en justice. On ne lave pas son linge sale en public. Tu veux que ton crédit soit réparé? Je vais le réparer. Je vais passer quelques appels, arranger quelques trucs, mais tu dois arrêter ce que tu as commencé. Retire ce que tu as posté. Dis à qui que ce soit que tu as parlé que c'était un malentendu. Derrière elle, mon patron, Trevor, était sorti d'une salle de réunion et faisait semblant de regarder son téléphone. Il était assez proche pour entendre chaque mot. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux et j'ai dit non. Je ne supprimerai rien. Je n'appellerai pas ça un malentendu. Je n'allais pas l'aider à garder sa secret juste parce qu'elle avait peur de ce que cela ferait à son titre professionnel. Elle s'est rassise, les yeux froids maintenant, et a dit, si ça explose, ça nous fera du mal à tous. Veux-tu vraiment être responsable de ça? Je lui ai dit qu'elle voyait les choses à l'envers. C'était elle qui avait signé de son nom sur la vie des autres pendant des années. Moi, je ne faisais qu'enfin écrire la mienne. Elle s'est levée assez vite pour faire tomber sa pochette en cuir contre la table. Tu fais une erreur, a-t-elle dit entre ses dents. Quand ça te retombera dessus, ne viens pas pleurer chez moi. Elle est sortie de l'immeuble sans regarder Trevor, ses talons claquant sur le carrelage comme un métronome. Après son départ, il s'est approché et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai donné une version légèrement édulcorée, juste assez pour expliquer qu'il pourrait y avoir des appels téléphoniques inconfortables au bureau. Au lieu de prendre ses distances, il m'a proposé de faire appel au conseiller juridique de notre entreprise si ma mère essayait de revenir ou si quelqu'un commençait à me harceler au travail. Ce petit geste, quelqu'un qui me croyait du premier coup, c'était comme une bouffée d'oxygène. Au cours des semaines suivantes, les ondes de choc ont commencé à se propager. Janine m'a envoyé des scans de tout ce qu'elle a trouvé, des documents de prêt avec des signatures suspectes, des relevés de remboursement qui ne correspondaient pas à ce dont elle se souvenait, des emails où ma mère lui disait de ne pas trop se prendre la tête avec les chiffres. Mon avocate a transmis une partie des informations, avec ma permission, au service de conformité de la caisse de crédit de ma mère. Ils enquêtaient déjà sur elle à cause du rapport de vol d'identité et du nombre de prêts liés à ses proches. Maintenant, ils avaient plus que des signaux d'alarme. Ils avaient un système. Un enquêteur de l'État m'a appelé pour des questions de suivi sur ma plainte. Ce n'était pas spectaculaire. Pas de badge brillant ni de scène de film, juste une voix calme passant en revue les dates et les comptes, vérifiant que je n'avais rien autorisé de tout cela. Chaque fois que je répondais non, je sentais quelque chose de lourd basculer un peu plus en ma faveur. La nuit, quand la colère me tenait éveillé, je travaillais sur quelque chose de nouveau. L'infographie avait fait son travail, mais je voulais un endroit où les gens pourraient trouver des étapes concrètes s'ils traversaient la même chose. J'ai construit un site web simple à partir de zéro. Rien d'extraordinaire, juste une page d'accueil épurée expliquant comment l'abus financier et le vol d'identité peuvent se produire au sein des familles, des liens vers des ressources gouvernementales, et une section où je décomposais mon histoire en études de cas anonymisées. Je n'ai pas mentionné mes parents par leur nom. Je n'en avais pas besoin. Les faits étaient assez laids en eux-mêmes. J'ai vu le trafic augmenter lentement, à mesure que les gens partageaient le site sur des forums et des groupes de discussion. Certains étaient des inconnus. D'autres, je les réalisais, étaient des membres de ma famille. Un cousin dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années m'a envoyé un email depuis un compte personnel, disant que la présentation de mon étude de cas lui semblait inconfortablement familière et me demandant si je pensais qu'il devrait vérifier ses propres rapports de crédit. Je lui ai dit oui.
Pendant ce temps, les textos de mes parents sont passés de la colère au silence, pendant des jours. Rien. Puis, une rafale de messages de mon père sur le fait que la famille doit rester soudée et que des étrangers essaient de nous déchirer. Les étrangers dont il parlait étaient des enquêteurs et des auditeurs qui se fichaient de notre nom de famille. Il avait raison sur une chose, cependant. Quelque chose était en train de nous déchirer. Ce n'étaient simplement pas les gens qui posaient des questions. C'étaient les réponses. Il a fallu quelques mois pour que tout les rattrape, ce qui, d'une certaine manière, a rendu les choses encore plus réelles. Ce n'était pas une scène de film dramatique où les flics défoncent la porte juste après un grand discours. C'était plus lent, plus silencieux, comme une mèche qui brûle sous le plancher. D'abord, il y a eu la lettre officielle de la caisse de crédit de ma mère, celle où elle se vantait de travailler depuis plus de 20 ans. J'en ai reçu une copie par mon avocate. Elle disait qu'il menait un examen interne sur plusieurs dossiers de prêts liés à elle et qu'il pourrait me contacter pour vérification. Une semaine plus tard, une autre enveloppe est arrivée, du bureau du régulateur de l'État, demandant la permission d'utiliser ma plainte et ma documentation dans le cadre d'une enquête plus large. J'ai signé tous les formulaires. Je voulais que toutes les lumières possibles soient braquées sur ce qu'ils avaient fait. Je n'ai pas vu la plupart de ce qui s'est passé ensuite en personne. J'en ai entendu parler par bribes, de la même manière qu'on regarde une maison où l'on a vécu être démolie, à quelques rues de distance. Janine m'a d'abord parlé de son entretien. Elle a dit qu'elle s'était assise dans une salle de conférence avec 2 agents de conformité et un avocat, les mains si serrées sur ses genoux qu'elle lui faisait mal, et leur a expliqué chaque faveur que Diane avait faite au cours des 5 dernières années. Le prêt de consolidation, le refinancement que personne n'avait entièrement expliqué, les fois où Diane lui avait dit d'ignorer les lettres parce que ces entreprises font des erreurs tout le temps. Ils ont montré à Janine des documents avec des signatures qui ne ressemblaient pas aux siennes et lui ont demandé si elle avait déjà donné à Diane la permission de signer pour elle. Elle a dit non. Ils lui ont demandé si elle avait déjà reçu les montants complets indiqués par ses prêts. Encore une fois, non. La partie de grand-mère Marion est venue ensuite. Elle était trop fragile pour assister à de longues réunions, alors son avocat a organisé une déposition à la résidence pour personnes âgées. D'après ce qu'il m'a dit plus tard, Marion a pleuré quand elle a vu sur papier combien d'argent était passé entre les mains de Diane lorsque sa maison avait été vendue. Il y avait des produits de la vente qu'elle n'avait jamais vus et des frais que personne n'avait expliqués. Elle avait fait confiance à sa fille pour veiller sur elle. Au lieu de cela, il semblait que Diane avait veillé sur elle-même, et sur l'entreprise de Gérald, en premier. Quelque part au milieu de tout ça, mon père a décidé de tenter sa propre forme de gestion de crise. Il a appelé un après-midi et s'est lancé dans un discours sur des étrangers essayant de déchirer la famille, sur des enquêteurs qui ne comprenaient pas comment les familles s'entraident en dehors des livres de comptes. Quand je lui ai dit calmement que contrefaire des signatures et détourner le produit de prêt n'était pas de l'aide, il a changé de tactique et m'a demandé si je pouvais simplement leur dire que c'était un malentendu, que j'avais réagi de manière excessive. J'ai dit non. Il m'a raccroché au nez. Les retombées officielles ont commencé avec le travail de ma mère. Sa caisse de crédit l'a mise en congé, ce qui était leur manière polie de dire « ne revenez pas pendant que nous déterminons l'ampleur des dégâts ». Ses collègues, qu'elle connaissait depuis 20 ans, auditaient soudainement des prêts qu'elle avait personnellement traités. Et beaucoup de ces prêts avaient des noms de familles familiers, cousins, beaux-parents, le mien. Le système n'était pas subtil. Puis il y a eu une affaire civile. L'avocat de Janine et de ma grand-mère a intenté une action en justice, non seulement contre Diane, mais contre mes 2 parents, arguant qu'ils avaient bénéficié d'argent obtenu par fraude et fausses déclarations. Mon nom figurait aussi dans les dossiers, en tant que victime de vol d'identité et de compte de crédit non autorisé. Mon avocate m'a demandé si je voulais être présente en personne pour la première audience. J'y ai réfléchi longuement et j'ai dit non. Je n'avais pas besoin de m'asseoir dans une salle d'audience et de regarder ma mère faire semblant de ne pas reconnaître sa propre écriture. Au lieu de cela, j'ai signé une déclaration sous serment, je l'ai juré devant un notaire, et j'ai laissé mes documents parler pour moi. Malry y est allée. Elle m'a envoyé un texto après, disant qu'elle n'avait jamais vu maman paraître aussi petite. Diane et Gérald se sont présentés avec leur propre avocat, habillés comme si c'était un dimanche à l'église, et non le début du chapitre le plus humiliant de leur vie. D'après ce que mon avocate a décrit, leur défense était exactement ce à quoi je m'attendais. Ils se sont fortement appuyés sur l'idée d'arrangements familiaux, sur des promesses verbales, sur l'aide aux proches dans les moments difficiles. Ils ont suggéré que des malentendus et de la négligence, et non l'intention, avaient mené à ce désordre.
Mais chaque fois qu'ils essayaient de présenter cela comme une série d'accidents, il y avait des chiffres qui ne correspondaient pas, des signatures qui semblaient fausses, et des chronologies un peu trop pratiques. L'argent affluait juste au moment où leur entreprise avait besoin d'un coup de pouce, juste quand ils voulaient un nouveau camion ou rénover la maison, juste après qu'un autre parent avait signé quelque chose qu'ils ne comprenaient pas entièrement. Les enquêteurs et le tribunal ne se souciaient pas des photos de vacances, de la fréquentation de l'église, ou de qui apportait quoi à Thanksgiving. Ils se souciaient de la documentation. Ils se souciaient de la façon dont l'identifiant de ma mère apparaissait sur les dossiers de prêts liés à des proches. De la façon dont ces notes dans le système mentionnaient une relation forte avec l'emprunteur, alors que ces mêmes emprunteurs, comme Janine, étaient assis en face d'eux et disaient « Je n'ai jamais accepté quoi que ce soit de tout cela ». Finalement, la caisse de crédit a pris sa décision. Ils ont licencié ma mère pour violation de multiples politiques internes et l'ont signalé à l'État. Sa licence a été suspendue pendant qu'il décidait si elle serait un jour autorisée à retravailler dans ce domaine. Toutes ces années à se vanter d'être celle qui comprenait l'argent se sont terminées par son escorte hors d'un bâtiment qu'elle considérait autrefois comme sa seconde maison. Sur le plan civil, mes parents ont conclu un accord avant que les choses ne s'aggravent. Ils ont accepté de rembourser l'argent qui aurait dû aller à Janine et à grand-mère, plus des dommages et intérêts supplémentaires. Ils ont accepté de faire annuler et supprimer chaque prêt qu'ils avaient ouvert à mon nom et au nom de Janine. Ils l'ont fait, non pas parce qu'ils avaient soudainement trouvé une conscience, mais parce que leur avocat leur a expliqué que se battre les exposerait à encore plus d'examens, voire à des accusations criminelles si le mauvais procureur s'y intéressait. Ils n'avaient pas l'argent pour tout couvrir. Alors, ils ont fait ce que des gens comme eux juraient toujours ne jamais avoir à faire. Ils ont vendu la maison en banlieue, celle avec le mur de photos de famille qui ne m'incluait plus. Ils ont vendu le camion miracle avec lequel mon père aimait poser. Ils ont vendu une partie de son entreprise, faisant entrer un partenaire qui, selon l'un de mes cousins, a clairement fait savoir qu'il était là pour réparer le désordre, pas pour protéger la fierté de Gérald. Les nouvelles voyagent vite dans une famille comme la nôtre. Certains parents étaient furieux contre moi au début, convaincus que j'avais réagi de manière excessive, que j'avais déclenché une guerre nucléaire au lieu de garder les choses en interne. Ces mêmes parents sont devenus beaucoup plus discrets une fois que des lettres sont arrivées à leur porte, les encourageant à vérifier leurs propres comptes pour des irrégularités. Quelques-uns m'ont contacté en privé pour me remercier, même s'ils ne le diraient jamais à voix haute lors d'une réunion. La dernière fois que mon père m'a appelé, il était tard, sa voix était rauque. Il a dit que j'avais tout détruit, que la famille était ruinée, que maman ne pourrait peut-être plus jamais travailler dans son domaine, que les gens à l'église chuchotaient. Il m'a dit qu'il espérait que j'étais heureuse, vivant ma petite vie indépendante pendant qu'il souffrait. Je l'ai écouté divaguer jusqu'à ce qu'il soit à court de mots. Puis je lui ai dit la seule chose qui semblait vraie. Je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de couvrir ce que vous faisiez depuis des années. Le trou dans lequel vous vous trouvez, c'est vous qui l'avez creusé. J'en suis juste finalement sorti. Il est resté silencieux pendant un long moment après ça. Quand il a finalement parlé, sa voix était plus faible. Il a dit qu'il n'aurait jamais pensé que ça irait aussi loin. Je lui ai dit que ça était allé aussi loin la première fois que ma mère a signé le nom de quelqu'un d'autre sur un prêt. La seule différence maintenant, c'est que quelqu'un avait enfin allumé la lumière. Quelques mois de plus ont passé, et la version de ma famille qui existait sur les réseaux sociaux et dans mes souvenirs d'enfance a finalement cessé de correspondre à celle qui existait dans la vie réelle. Les nouvelles me parvenaient par bribes. Mes parents avaient quitté la grande maison de la banlieue pour un petit appartement de location en périphérie de la ville, le genre d'endroit devant lequel on passe sans vraiment le voir. Le jardin dont mon père était obsédé avait disparu. Le mur de photos encadré avait été mis en carton. Les voisins qu'ils avaient impressionnés pendant des années ont à peine eu un au revoir. Ma mère a essayé de garder les apparences pendant un certain temps, s'habillant pour des entretiens d'embauche avec le même tailleur qu'elle portait à mon bureau, mais les portes se fermaient. Il s'avère que licencier après enquête interne ne fait pas bonne impression sur une vérification d'antécédents pour des emplois dans la finance. Elle a pris des petits boulots à temps partiel où elle pouvait, rien de comparable à ce dont elle se vantait autrefois. Mon père a gardé une part de l'entreprise de CVC, mais elle n'était plus vraiment à lui. Le nouveau partenaire est arrivé avec des feuilles de calcul et des conditions, pas des dîners de famille et des poignées de main. D'après ce qu'un oncle m'a dit, papa détestait rendre des comptes à quelqu'un, détestait devoir justifier chaque dépense, détestait que les gens chuchotent sur la raison pour laquelle il avait soudainement besoin de vendre des actifs. Pour la première fois de ma vie, les conséquences retombaient sur eux,
au lieu de retomber sur les personnes sur lesquelles il s'appuyait. Mallory a fini par être mutée dans un autre district scolaire après que des rumeurs ont commencé à circuler sur ses parents. Elle m'a envoyé un long texto un soir, disant qu'elle était en colère, embarrassée, et fatiguée d'avoir l'impression de devoir choisir entre être loyale et être honnête. Elle ne s'est pas excusée pour cette soirée au dîner, pas directement, mais elle a dit qu'elle comprenait maintenant pourquoi j'avais arrêté de rire aux blagues de famille il y a des années. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin qu'elle choisisse un camp. J'avais juste besoin qu'elle arrête de prétendre que ce qui s'était passé était normal. Nous ne sommes pas soudainement devenus les meilleurs amis du monde, mais il y a moins d'interférences entre nous, et plus d'honnêteté tranquille. Janine et moi nous parlons plus maintenant que jamais pendant mon enfance. Elle m'envoie des photos de son chien et des nouvelles de grand-mère Marion, qui fait de la kinésithérapie et gère son budget selon ses propres termes, pour la première fois depuis longtemps. Grand-mère m'a écrit une lettre, d'une écriture tremblante, me remerciant de ne pas les avoir laissés te rabaisser. Elle a dit qu'elle aurait aimé avoir parlé plus tôt dans sa propre vie. Je garde cette lettre dans le même dossier que tous les documents affreux, un rappel que tout ce qui est sorti de cette histoire n'était pas que destruction. Une partie était une correction. Quant à moi, ma vie ne s'est pas magiquement transformée en un montage de film. Je paie toujours un loyer, je rends toujours des comptes à un patron, je lutte toujours avec ma propre anxiété certaines nuits, mais mes rapports de crédit sont propres maintenant. Les comptes frauduleux ont disparu. Le gel est toujours en place, cette fois par mon choix. J'ai eu une petite augmentation au travail, non pas à cause de ce qui s'est passé avec ma famille, mais parce que je me suis présenté, j'ai fait le travail, et j'ai refusé de laisser leur chaos me noyer. Le site web que j'ai créé sur l'abus financier et le vol d'identité au sein des familles a commencé à avoir plus de trafic que prévu. Des gens que je ne rencontrerai jamais m'envoient des emails pour dire que mon étude de cas les a aidés à empêcher un parent d'ouvrir un prêt à leur nom, ou leur a donné les mots pour parler d'argent avec un conjoint. Le week-end, je prends quelques projets de design supplémentaires, transformant des informations juridiques denses en quelque chose que les gens ordinaires peuvent réellement comprendre. C'est comme si je reprenais quelque chose que ma mère avait déformé, et que je l'utilisais dans le but opposé. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il y a eu une fin heureuse et nette, où mes parents se sont excusés, sincèrement, et où nous avons tous partagé un dîner de fête maladroit mais réparateur. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils sont toujours en colère. Ils parlent encore de moi comme si j'avais incendié la maison, au lieu de signaler qu'elle était pleine de fuites de gaz. Peut-être que cela ne changera jamais. Ce qui a changé, c'est moi. Je ne mesure plus ma valeur à la quantité d'approbation que je peux obtenir de gens qui ne me voient que comme un investissement. Je ne donne plus mes mots de passe, ma signature, ou ma tranquillité d'esprit, juste parce que quelqu'un partage mon nom de famille. S'il y a une leçon à tirer de tout cela, c'est que l'amour et la loyauté ne signifient pas laisser les gens vous utiliser comme garantie pour leurs mauvaises décisions. Vous pouvez tenir à votre famille et vous protéger d'elle en même temps. Vous pouvez être blessé et choisir quand même de passer par la porte d'entrée de la loi, au lieu de vous faufiler dans le noir. Et si vous avez le moindre sentiment que quelque chose cloche dans vos finances, vous n'êtes pas paranoïaque de vérifier. Demandez vos rapports. Posez des questions difficiles. Prenez des notes. Les gens qui vous aiment vraiment voudront la vérité, tout autant que vous. Ceux qui ne vous aiment pas pourraient appeler cela une trahison, lorsque vous allumerez enfin la lumière. Mais parfois, allumer la lumière est le seul moyen de voir qui se tient vraiment à vos côtés, et qui se servait simplement de votre ombre.